Bonsoir à tous et bienvenue à l'interview. Je reçois aujourd'hui, ce soir même pour être précis, Raoul Edebo. Bonsoir. Bonsoir. Député fédéral, porte-parole du PTB. Tout d'abord, question sur la Turquie. On a beaucoup parlé de la Turquie ces derniers jours. Un coup d'État raté qui renforce le président Erdogan. Des mesures très dures contre des milliers de policiers, de fonctionnaires, de juges, de militaires. Un rétablissement même envisageable de la peine de mort en Turquie. Est-ce que la Turquie d'Erdogan est encore fréquentable ? Le problème, je pense que c'est avant tout des questions géopolitiques qui sont en cours aujourd'hui. Je crois d'abord la première chose qu'on doit quand même dire, c'est que ce coup d'État, en tout cas, n'a reçu aucun soutien populaire en Turquie, ni des partis politiques, ni d'opposition. Donc je pense que ce coup d'État, manifestement, en tout cas, n'a pas eu un soutien populaire, qu'Erdogan en profite aujourd'hui pour pouvoir mener toutes ces mesures de répression et de centralisation du pouvoir. De ce côté-là, moi, je crois qu'au niveau diplomatique, on peut évidemment regretter ce qui s'y passe, mais en même temps, moi, je constate quand même que l'Union européenne a profité d'Erdogan pour faire le sale boulot pendant ces 5-6 dernières années, que ce soit au niveau des réfugiés, que ce soit au niveau de l'application de la Turquie en Syrie. Donc je crois que de ce côté-là, il faut surtout apporter un soutien au peuple turc. Je crois que c'est à lui de saisir sa destinée, de mener son combat. En ce qui me concerne, évidemment, une tendresse vers la gauche turque, qu'elle soit syndicale, qu'elle soit politique, pour pouvoir mener un combat pour une Turquie démocratique. Bien sûr, mais bon, ça, je veux dire, c'est la situation compliquée dans beaucoup de parties du monde. Je crois qu'en tout cas, je crois que les puissances occidentales n'ont pas à intervenir dans les affaires intérieures du peuple turc, et c'est au peuple turc lui-même de décider de sa destinée. Moi, je crois que c'est important aujourd'hui, et elle a le droit d'avoir notre soutien. Mais vous critiquiez ce que l'Union européenne a fait, c'est-à-dire les accords avec la Turquie concernant les migrants. Ça veut dire qu'il faut de toute façon arrêter de commercer avec la Turquie. Oui, mais je crois que cet accord n'est pas digne d'une démocratie européenne. On a clairement marchandé en disant que la Turquie est un pays sûr. On va choisir les immigrés qu'on veut en fonction de leur plus-value qu'elles apportent à notre économie. Je veux dire, tout à fait à l'encontre, je veux dire, l'état d'esprit des conventions qu'on a signées après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont quand même des conventions qui sont là pour protéger des réfugiés de guerre. Je crois que c'est quand même ça qui retourne. Donc voilà, moi, ces deux poids, deux mesures géopolitiques des puissances occidentales me dérange. Je crois que quand on voit aujourd'hui l'ensemble des enjeux mondiaux, il serait temps d'arrêter d'intervenir dans tous ces pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, uniquement pour les garantir finalement nos intérêts occidentaux, que ce soit le pétrole, que ce soit les situations géopolitiques, etc. Je pense qu'il vaudrait mieux d'aller vers un monde, une vision du monde multipolaire, où il y a non pas quelques pays occidentaux qui décident finalement de tout ce qui se passe sur la planète et qui décident d'intervenir, mais plutôt de laisser un concert des nations finalement naître aujourd'hui. Alors revenons en Belgique et même à Bruxelles, à la Chambre dont vous êtes membre, il y a beaucoup de textes, il y a une espèce d'embouteillage. Alors est-ce que c'est en fait parce qu'on est mal organisé à la Chambre, parce que le gouvernement ou la majorité essaye de faire passer des textes pendant l'été pour que ça passe mieux et plus rapidement? Quelle est la véritable raison de cet embouteillage de loi? C'est incroyable. Moi, avant d'être député, on m'avait dit, tu verras Raoul, en été, ils profitent toujours, les gens ils sont en vacances, ils font passer toutes les crasses antisociales pour les vacances. Et je me disais, ouais, ils exagèrent un petit peu. Mais en fait, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Donc, je veux dire, cette dernière semaine, le ministre Peters est arrivé avec en gros, une proposition qui vise à bloquer l'ensemble de nos salaires encore pour 2 ans, voire même plus. C'est la modération salariale. Exactement, la modération salariale qui sera très modérée. En gros, on a à nouveau un gel des salaires, alors qu'on a déjà un gros problème de pouvoir d'achat en Belgique. On va recoller encore une impossibilité aux organisations syndicales de négocier des augmentations salariales. En plus du saut d'index. Non, il ne manquerait plus que ça. Avec le saut d'index, on a perdu 2% de pouvoir d'achat. Et maintenant, alors qu'il y a des sociétés qui font énormément de bénéfices, les délégués syndicaux, les travailleurs n'auront plus le droit de négocier des augmentations salariales. Pourquoi? Parce que le gouvernement de droite l'a décidé. Ça, le ministre Peters le fait passer juste au moment où on est tous partis en vacances, évidemment. Deuxième mesure, c'est la flexibilisation du travail. Donc, c'est-à-dire cette possibilité de faire travailler les gens presque 45 heures par semaine. Là, on voit le ministre Peters qui, pendant 3-4 mois, négocie, soi-disant, et puis au moment du départ des vacances, alors que tout le monde est en vacances, hop, on fait passer maintenant. Donc, moi, finalement, je pense que le gouvernement fait exprès de faire passer tout ça pendant les vacances, et je trouve que ce n'est pas démocratique. Je pense qu'il aurait mieux valu dire clairement les mesures qu'on veut faire pendant l'année pour permettre une réaction des organisations syndicales. Vous parlez de la flexibilité, l'annualisation des 38 heures de travail, ce dont vous parliez, c'est un texte qui est connu des partenaires sociaux déjà depuis pas mal de mois. Donc on ne peut pas franchement dire que c'est au dernier moment que ça passe. Le problème, c'est que le ministre lui-même dit, vous ne savez, quand nous critiquons le texte du ministre et que nous disons, monsieur le ministre, il y a
des semaines où il va falloir travailler jusqu'à 45 heures, il dit « Ah non, mais on ne peut rien dire parce qu'il n'y a pas encore un texte. » Donc pendant 3 mois, il nous a dit « Non, tout doit qu'on se négocie, il n'y a rien qui est fait, vous allez voir, vous allez voir. » Et maintenant que le débat pourrait avoir lieu, je vais dire, le ministre passe en force. Donc là, je crois vraiment qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Le ministre n'ose pas dire clairement que ce qu'il veut aujourd'hui, c'est rendre la carrière des travailleurs, la semaine de travail complètement flexible à la demande de l'employeur. Et ça ne va pas. Je crois qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup de gens qui sont en burn-out, on a déjà beaucoup de gens qui sont épuisés de travailler dans des heures pas possibles. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est dire, vous allez pouvoir travailler en moyenne 38 heures, mais certaines semaines jusqu'à 45 heures en fonction de l'offre et la demande de votre secteur. Votre idée, c'est plutôt qu'on travaille moins tout au long de l'année. C'est plutôt ça votre projet. Mais on doit souffler, monsieur Delay, vraiment, on doit souffler. On est dans une des économies les plus productives au monde. Les gens n'arrêtent pas de bûcher dans les entreprises. La richesse a été multipliée par un facteur 4 depuis 1960. Donc on devrait quand même permettre un peu de souffler, de s'occuper des enfants, d'aller faire du sport, de faire des loisirs. Enfin, un petit peu. La tendance historique va vers la diminution du temps de travail. Pourquoi ? Parce qu'on produit de plus en plus de richesses. Et au moment où on produit de plus en plus de richesses, que décide ce gouvernement, c'est de nous rendre de plus en plus flexible et corvéable à merci. Non, il faut un peu arrêter avec ce 2 poids 2 mesures. Il est temps qu'on souffle. Alors, vous dites il est temps qu'on souffle, et pourtant en matière budgétaire, il y a un trou maintenant de 2,4 milliards pour le budget 2017. Il y a déjà une moitié qu'il faut combler d'ici la fin de l'année. Comment le gouvernement doit-il combler ce trou ? Moi, j'ai évidemment mon avis sur la question. Oui, je veux dire, parce que, j'imagine, je le connais. Oui, exactement. Mais allez-y, dites-le. Mais non, mais c'est ça, mais il est temps de le dire. La question aujourd'hui, elle est binaire. Elle est de savoir est-ce qu'on va faire payer les travailleurs, les salariés, les acteurs sociaux, ou est-ce qu'on va faire payer ceux qui ont un petit peu de pognon dans ce pays, c'est-à-dire les millionnaires en euros. C'est une question qui est assez binaire. Alors on me dit, ouais, mais c'est pas réaliste, mais est-ce que c'est plus réaliste de venir chercher dans nos poches à nous ? C'est ça le problème. Et donc aujourd'hui, moi, je suis convaincu que le gouvernement, une nouvelle fois, va réfléchir en termes d'augmentation de TVA, augmentation de taxes, à nouveau venir chercher dans les services publics, alors que nous avons une proposition claire. On a proposé une proposition de loi cette année-ci qui s'appelle celle de la taxe des millionnaires, qui est une proposition de loi qui, avec 1% d'impôt sur les fortunes, permettait de rapporter de 7 à 8 milliards d'euros qui pourraient être réinvestis dans l'économie. Donc je crois que c'est ça cette question-là. Donc le gouvernement, notre proposition, elle est introduite. Donc si le gouvernement Michel veut enfin aller chercher l'argent chez ceux qui en ont, il peut procéder au vote de notre proposition de loi. Malheureusement, j'ai l'impression que ce gouvernement de droite compte plutôt venir chercher l'argent chez nous, et je le regrette. Le ministre des Finances a dit qu'il allait lutter contre les Belges qui étaient dans les Panama Papers. Oui, c'est ça. Donc la première chose qu'il a faite, notre ministre des Finances, c'est quand l'Union européenne lui a dit, écoutez, vous avez déjà quand même fait des grands cadeaux fiscaux à une cinquantaine de multinationales, ça s'apparente même à des aides d'État. Monsieur Van Overvelde, pourriez-vous aller chercher l'argent chez ces multinationales ? Et quelle était la première décision de notre ministre des Finances ? C'est de faire appel de cette décision. Et pourtant, l'Union européenne, c'est pas des gauchos. Hein. Donc je veux dire, faut déjà être clair. Donc il n'y a aucune volonté dans ce gouvernement d'aller chercher l'argent chez les fraudeurs, aucune volonté, que du contraire, aujourd'hui, on désinvestit dans le SPF Finance, on désinvestit dans ces fonctionnaires dont le but est d'aller traquer la grande fausse fiscale, et qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller emmerder les petits indépendants, etc., etc. Donc je crois que ce 2 poids 2 mesures, il doit être décrié. Alors, dernier thème, Armand de Decker, ici même, hier, estimait que le PTB et d'autres, mais le PTB notamment, faisaient de la désinformation au sujet du traité transatlantique et du CETA. Et aujourd'hui aussi, les fédérations d'entreprises demandent vraiment aux gouvernements régionaux de ne pas empêcher le gouvernement fédéral de signer ces traités. Vous m'étonnez, c'est bien un signe d'ailleurs, hein, que les entrepreneurs demandent le TTIP. En soi, ce n'est pas un hasard. La question, c'est est-ce que le TTIP ou le CETA vont profiter aux travailleurs ? Or, qu'est-ce que c'est que le TTIP et le CETA ? C'est une sorte de partenariat où on va créer un grand marché transatlantique avec les États-Unis d'une part, l'Europe et le Canada pour ce qui est le CETA. Qui va profiter de cette formation de ce grand marché ? Les multinationales des 2 continents. Ce sont elles qui vont se partager complètement le gâteau en mettant en concurrence les travailleurs les uns contre les autres et les normes. Et les consommateurs. Est-ce que vous parlez des travailleurs ? Est-ce que les consommateurs ne vont pas profiter d'un grand marché ? Ah ben non, justement, parce que les consommateurs sont toutes ces normes qu'on va revoir vers le bas. D'ailleurs, on le voit, c'est le même processus est en cours au niveau de l'Europe. Hein. Aujourd'hui, on le voit au niveau de l'Europe, on a une harmonisation vers le bas de toutes les normes sociales, environnementales, de qualité de production, etc. Au profit de qui ? C'est quelques multinationales européennes qui se partagent le marché. Donc je crois que ce type de grand marché, les travailleurs n'y ont pas intérêt. Ce qu'il nous faudrait par contre, ce serait une harmonisation vers le haut,
des normes européennes, non pas en concurrence avec les États-Unis, mais plutôt des normes vers le haut au niveau du salaire minimum, au niveau du dumping social qui devrait être interdit chez nous. C'est pas normal d'avoir des travailleurs aujourd'hui qui ne payent pas leurs cotisations sociales dans le pays où ils travaillent. C'est pas normal aujourd'hui d'avoir une harmonisation de l'ensemble des normes dans les secteurs de production qui sont au profit des grands producteurs, alors que les petits producteurs, comme ceux de la tarte au riz à Verviers, je trouve menacés aujourd'hui par une harmonisation de toutes ces normes. Parce qu'il y a des normes. Oui, justement, mais ces normes, justement, sont tout à fait... Elles sont faites sur mesure des grandes multinationales de la production agroalimentaire. C'est ça le problème. Et donc maintenant, avec le TTIP, on va même mettre en place presque des tribunaux paraprivés où on va pouvoir obliger les États de permettre aux multinationales de venir s'établir chez nous. Et quand Armand de Decker dit que vous pratiquez la désinformation, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mais ça ne m'étonne pas. Mais les ministres libéraux n'arrêtent pas aujourd'hui de crier à la désinformation, mais sont incapables de prouver par A plus B sur quoi porte la désinformation. C'est que j'ai la même chose avec le ministre Baclen au niveau des pensions. On fait, chaque fois que le PTB fait une sortie sur les pensions en Belgique, il dit « Ah, la désinformation », puis on lui pose la question. Sur quel sujet la désinformation? Il ne sait pas répondre. On fera un débat. Ah, ben c'est avec plaisir. On organisera à la rentrée un débat, notamment sur le traité transatlantique. Avec un grand plaisir. Sur d'autres sujets, mais en tout cas là-dessus. Merci en tout cas d'avoir participé à cette dernière édition de l'interview. On se retrouvera à partir du 29 août sur BX1. Et demain, je laisserai la place au message royal du roi Philippe, qui sera finalement le dernier interview avant les vacances, après le 21 juillet. Bonne soirée à tous.